après cette présentation, quelques mots sur l'idée de gène égoïste. Alors, cette expression a été forgée en 1976 par Richard Dawkins. Et il a assumé, même si ça a causé ensuite des problèmes dont nous aurons peut-être l'occasion de parler, mais il a parfaitement assumé le fait qu'il s'agissait d'un langage métaphorique, et en même temps, il a imposé, enfin, il a participé de l'imposition d'un sens particulier. Donc le terme d'égoïsme, il ne faut pas forcément l'entendre de façon de façon du tout, comment dire, émotionnelle, comportementale. Au départ, il s'agit de défendre l'idée que les mécanismes de sélection, de la sélection naturelle darwinienne sont plus faciles à décrire au niveau du gène qu'au niveau des organismes et des populations. Et donc, son approche comportementale inverse la perspective entre gènes et organismes qui deviennent les vecteurs des gènes. Et il utilise l'expression, une autre expression qui pourra nous inspirer, l'expression de machine à survie pour parler des porteurs des gènes. L'idée étant que nous-mêmes, en tant que vecteurs des gènes, nous sommes organisés de façon à maximiser les chances de survie et de propagation des gènes. Donc il faut bien avoir conscience que le terme égoïste ne renvoie pas à une conscience des gènes au départ, hein, même si justement les écrivains, notamment de science-fiction, s'en ont emparés. Il s'agit d'écrire un comportement qui est dit égoïste lorsqu'il maximise les chances de survie, et altruiste quand il y a diminution de ces chances de survie au profit d'une autre structure. Et par ailleurs, je précise cela pour que le débat puisse commencer sur des bases saines, et puis je parle sous le contrôle de tous les spécialistes ici, ils me corrigeront. Il ne s'agit pas de faire des gènes des acteurs directs de nos comportements. Dawkins dit que les gènes contrôlent le comportement de leur machine à survie, donc nous, non pas directement avec leurs doigts sur les ficelles des marionnettes, mais indirectement comme le programmateur d'ordinateur. Vous voyez que c'est une réflexion riche en métaphores, et parmi ces métaphores, ces métaphores, comme toute métaphore, peuvent trouver leurs limites. Alors pour autant, la leçon d'humilité qu'impose la description que fait Dawkins, donc de nous-mêmes comme des machines à survie, ça nous rappelle que nous pouvons bien n'être que des êtres passifs. Nous nous pensons agents, mais en fait nous sommes agis en quelque sorte, et traversés par des influences, et ce que nous pensons être notre conscience ne serait en quelque sorte que potentiellement que l'expression indirecte finalement d'une forme de programmation. Alors, au-delà de la simple question des gènes, je proposerais d'ouvrir la réflexion d'une manière générale à tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, agir, nous transformer en pure machine, en mécanisme, plutôt qu'en organisme biologique conscient. Et la question des mèmes que j'ai déjà évoqué tout à l'heure et dont parle Dawkins, nous force notamment à envisager l'idée que nos opinions, nos croyances nous traversent et nous font agir également, et d'une certaine manière que nous soyons traversés par l'information plutôt que nous ne la produisions de façon absolument autonome. Et donc, nous pourrons aujourd'hui, et dans le temps qui nous reste, nous demander, avec la science-fiction bien sûr, si nous ne sommes pas de drôles de machines qui suivent tant bien que mal plusieurs programmes concurrents, qui sont issus de nos gènes, de notre chimie interne et de notre conditionnement social notamment. Et alors, je donc vais me tourner vers les participants, et je n'ai pas de ce point de vue-là d'ordre prérequis, donc vous pouvez saisir les micros comme vous le souhaitez, pour vous demander dans un premier temps ce qu'implique selon vous le fait d'envisager le corps humain, et donc l'être humain, comme justement une machine biologique, et jusqu'où peut-on aller dans ce qui finalement est une forme d'analogie métaphorique. Alors peut-être que Pierre-Henri Gouillon voudrait commencer, mais... Oui, bon, je vais bien commencer. L'idée de gène égoïste, et d'ailleurs le mot égoïste vient pas de rien. Il est clair que dans les années 70, on a commencé à regarder le monde vivant en regardant des génomes. On commençait à pouvoir accéder au génome. Et on s'est rendu compte, évidemment, que, par exemple, on a retrouvé dans notre génome la trace dans tous les génomes de tous les êtres vivants, d'ailleurs, la trace de leurs ancêtres. C'est-à-dire que nous partageons plein de gènes en commun avec les requins.
et aussi avec les carpes, un peu plus avec les carpes qu'avec les requins. Et d'ailleurs, c'est une des surprises qu'on a eues à l'époque, c'est que quand on regarde les gènes, la carpe ressemble plus à nous qu'au requin, parce qu'elle est séparée depuis moins longtemps de nous que des requins. Bon, c'est une histoire un peu compliquée, je ne vais peut-être pas le développer maintenant, mais en tout cas, l'histoire nos génomes nous retrace notre histoire évolutive. Et en regardant les choses comme ça, je pense que les biologistes ont acquis cette sensation du fait que, à travers ces millions d'années qui ont passé, les êtres vivants sont tous morts. Ce qui est resté d'eux, c'est uniquement leur information génétique. Et du coup, eh bien, progressivement, on s'est mis à ne plus voir l'évolution comme l'évolution des êtres vivants les uns derrière les autres, mais l'évolution de l'information génétique qui les traverse et qui continue à exister à travers leur mort du fait de leur reproduction. Ça, c'est un point général, je pense, qui a vraiment contribué à transformer notre vision du vivant, à nous, généticiens de l'évolution. Mais il y a eu un épisode très particulier, qui est qu'on s'est mis à appliquer ces questions aux questions de comportement des animaux. Et là, il s'est posé le problème de l'altruisme. Certains comportements sont appelés altruistes, et ce qu'on appelle altruiste, comme vous l'avez dit, c'est le cas où l'individu a un comportement qui défavorise la transmission de ses propres gènes, en donnant un bénéfice à un autre individu qui lui, va mieux se reproduire. Alors l'exemple le plus extrême, il avait déjà été noté par Darwin, c'est l'exemple des fourmis ou des abeilles. Dans ces espèces-là, il y a une reine qui produit des descendants. La plupart des filles qui sont produites sont stériles et elles vont passer leur vie à s'occuper de leurs sœurs. C'est-à-dire qu'une abeille, une fourmi, ça passe sa vie à aller chercher de la nourriture et à la rapporter pour nourrir ses sœurs. Et elle-même ne se reproduira pas. Donc comment l'évolution a-t-elle pu fabriquer des individus qui ne se reproduisent pas? Par sélection, ça apparaît a priori impossible. Darwin lui-même d'ailleurs dit, quand j'ai compris ça, je me suis rendu compte que peut-être c'était une difficulté insurmontable pour ma théorie. Et alors Darwin prend une analogie intéressante déjà là-dessus. Il dit, mais enfin ceci dit, on peut quand même sélectionner des organismes sans qu'ils puissent se reproduire en sélectionnant ceux qui sont apparentés. Par exemple, on peut sélectionner, ça c'est ce que Darwin dit, des légumes qui sont bons quand ils sont bouillis. Or évidemment, une fois qu'un légume est bouilli, vous ne pouvez plus faire des descendants avec. Mais vous pouvez prendre les autres individus de la même lignée, et puis il y a des chances que si jamais ils sont de la même lignée, ils y ressemblent. Et en réalité, c'est un dénommé Hamilton qui a résolu le problème du point de vue génétique. Il a montré, et c'est ça qui a vraiment donné de la force à cette théorie, c'est qu'il a montré que chez des êtres comme vous et moi, nous partageons la moitié de nos gènes avec nos descendants. L'autre moitié vient de l'autre parent. Mais chez les fourmis et chez les abeilles, etc., chez une classe d'insectes qu'on appelle les hyménoptères, il y a un système génétique particulier qui fait que les mères ont la moitié de leurs gènes en commun avec leurs filles, mais les sœurs entre elles ont 3/4 de gènes en commun. Ce qui fait qu'en réalité, donc, j'ai plus de gènes en commun avec ma sœur qu'avec ma fille, si je suis une femelle. Le résultat, c'est que si jamais la sélection favorise bien la maximisation de la reproduction des gènes, il devient plus rentable du point de vue des gènes que ces individus s'occupent de leurs sœurs plutôt qu'elles s'occupent de leurs filles. D'accord ? Et or, justement, c'est chez les hyménoptères qu'on trouve des tas de situations dans lesquelles les individus s'occupent de leurs sœurs et pas de leurs filles. Donc ça a vraiment convaincu la communauté scientifique de la véracité de cette hypothèse. Et donc l'idée de Dawkins, c'est de dire, vous voyez, quand vous voyez une abeille qui passe sa vie à s'occuper de sa sœur, ça a l'air gentil, c'est terriblement altruiste, mais en réalité, derrière cet altruisme, il y a l'égoïsme forcené des gènes qui induisent ce comportement d'aide envers les sœurs, parce que c'est comme ça qu'ils se reproduiront le mieux. Et donc, c'est uniquement la maximisation de la reproduction des gènes qui permet de comprendre la façon dont les comportements se sont mis en place. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'idée de gène égoïste. Et évidemment, le gène, c'est une information. Alors, Dawkins nous traite de véhicules. Il dit qu'on est des véhicules transportant nos gènes vers la génération suivante. Dawkins, dans un premier temps, dans son livre Le gène égoïste, ne traite les gènes comme des morceaux d'ADN. Je pense qu'il est revenu là-dessus après. Je pense que c'était pas malin. Il aurait mieux fait de les traiter directement de contenu informationnel porté par de l'ADN, mais ça, c'est le stade d'après. Mais en tout cas, effectivement, alors les mêmes, en revanche, il les définit bien. Donc les mêmes, il les définit par analogie aux gènes comme des contenus informationnels, là, pour le coup, qui se mettent dans notre mémoire et que nous répétons. Si nous le répétons beaucoup, le même va se répandre. Si nous le répétons peu, le même va disparaître. Donc c'est de la sélection naturelle, non plus sur les gènes, mais sur les mêmes. Ce qui est drôle, c'est que le mot « même » maintenant est devenu un mot très courant dans la blogosphère. Mais je pense que très peu de gens savent que le même, ça vient de Dawkins et du livre « Le gène égoïste » dans lequel ils sont décrits. Mais effectivement, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un gène... moi, je pense que l'idée de programme, elle n'est pas bonne. Parce qu'un programme, c'est un truc beaucoup trop défini.
Je préfère une métaphore de type recette de cuisine ou partition musicale. Une recette de cuisine, vous voyez, d'abord, premièrement, un gène, ça fait rien. C'est écrit sur un bout d'ADN. L'ADN, c'est une molécule qui bouge pas, qui fait rien, qui fout rien de sa vie. C'est une molécule totalement amorphe. De même qu'un livre de cuisine, ça fait rien. Ça vous est jamais venu à l'idée de dire qu'une recette de cuisine avait fabriqué une tarte aux pommes. Eh bien, un gène, ça fabrique pas une protéine non plus. Il faut tout un système pour lire le gène et pour faire quelque chose. Et il faut un cuisinier pour lire la recette et pour faire une tarte aux pommes. Et le tout se passe dans un environnement donné. Il est clair qu'une tarte aux pommes, elle va dépendre de la recette, du cuisinier et de l'environnement, les pommes, le beurre, la farine, le four, etc. Et ben, quand nous-mêmes, nous sommes le produit de la lecture de nos gènes, mais la lecture de nos gènes, elle est réalisée par nos cellules, notre corps. Et donc tout notre corps va influencer la façon dont nos gènes sont lus. Et l'environnement aussi va influencer le résultat. Donc nous ne sommes pas entièrement déterminés par nos gènes. Mais nos gènes donnent comme une recette, comme une partition, le programme de départ, mais après, il va y avoir des tas de choses qui vont venir modifier la façon dont ces instructions sont lues. Voilà. Oui, finalement, la logique de la programmation génétique, donc la métaphore n'est pas forcément adéquate, finalement rencontre tout un ensemble de faisceaux d'interaction. Et de ce point de vue-là, finalement, la question de l'épigénétique intervient aussi. Enfin, on en parlait avec Gérard Klein. Je ne sais pas si vous voulez en dire un mot. Voilà. Oui, je voudrais d'abord rappeler que je n'ai pas publié que de la science-fiction, mais que j'ai dirigé aussi une collection de sciences, La Fontaine des sciences chez Robert Laffont, où j'ai publié Richard Dawkins il y a environ un quart de siècle. Alors avec le recul, ce qui me gêne un peu, et je rejoins entièrement mon ami Gouillon là-dessus, c'est que la pensée de Dawkins me paraît un peu mécaniste. C'est-à-dire je ne l'écarte pas du tout quant au fond, mais on a l'impression que le gène produit des protéines, et puis tout ça constitue un être vivant, et point final. Alors que nous en avons effectivement un peu parlé, on y reviendra certainement, au moins depuis ces 25 ou 30 ans où Dawkins, on a publié le livre de Dawkins, on a fait d'énormes découvertes. D'abord en ce qui concerne l'épigénétique, et je suis persuadé qu'on développera un peu le sujet. Et puis ensuite, en ce qui concerne ceux dont nous sommes les véhicules, mais nos passagers, c'est-à-dire le biome, l'ensemble très important, disons de microbes pour faire simple, et de virus que nous transportons et qui ont pour notre santé, et parfois aussi pour nos maladies, pour nos pathologies, une très grande importance. Donc ça veut dire que les interactions génétiques ne sont pas toute la chose. Enfin, il y a un immense jeu d'interactions épigénétiques au niveau du biome et aussi au niveau entre les individus. Par individu, j'entends aussi bien ceux de différentes espèces que les humains. Donc, je crois qu'il faut aller au-delà du point de vue un peu trop mécaniste de Richard Dawkins. Ce que vous dites, il y a finalement aussi l'image. Je retiens l'image de ces vaches qui ont été sélectionnées artificiellement et dont finalement, je dis ça à gros traits bien sûr, dont on peut postuler que finalement leur génome, par cette sélection artificielle, devient d'une certaine façon un instrument, une extension de notre propre génome. C'est-à-dire que leur génome sert à alimenter la survie de notre génome en quelque sorte. Absolument. Si j'étends cette perspective-là et que je l'inverse dans une perspective de science-fiction, la question qui se pose avec cette idée que nous serions vecteurs de quelque chose et agis plutôt qu'agents, c'est dans quelle mesure ne sommes-nous pas les vaches de quelqu'un, de quelque chose? Dans quelle mesure, nous croyant les rois du monde, ne sommes-nous pas traversés par des influences? Je crois que l'image de la vache laitière me semble intéressante ici. Alors, François Rouillet voulait réagir. François Rouillet. Moi, je crois que le problème dont nous débattons pourrait se résumer à une des toutes premières diapositives qui passent dans la série. Là, on voit un cerveau qui n'est fait que de rouages. Alors, admettons que c'est très parlant pour une vision mécaniste de la science et du monde en général. C'est que vous pouvez vous arrêter sur n'importe quel de ces rouages et dire c'est ce rouage qui fait tourner toute la machine. Alors vous pouvez vous arrêter sur la volonté humaine, dire c'est nous qui faisons tourner toute la machine cérébrale et toute la machine corporelle, mais vous pouvez vous arrêter sur le rouage des hormones et dire que ce sont les hormones qui décident de nos comportements, ou de tel ou tel neurotransmetteur, si on parle de neurosciences, et dire c'est ça qui fait parler, qui est la cause. Et finalement, nous sommes dans un système mécaniste, il y a toujours un rouage qui en entraîne un autre.
Alors, si tous ces rouages sont considérés comme équivalents, eh bien, un gène peut aussi avoir autant d'importance dans le fonctionnement de la machine que la volonté ou autre. Alors, Pierre Aiguillon. Bon, je vais me faire l'avocat du diable, je vais défendre Dawkins. Bien que je ne sois pas entièrement d'accord avec lui, mais je voudrais quand même pas qu'on le simplifie trop et que du coup après on puisse le transformer en moulin à vent et faire Don Quichotte. Il y a quand même... je voudrais d'abord dire qu'effectivement, bien sûr, il y a de l'épigénétique, c'est-à-dire c'est ce que je vous ai parlé quand je vous ai parlé de la recette de cuisine. Hein, tout le système qui lie le génome, c'est ça qui fait l'épigénétique et qui contient une certaine quantité d'informations dont une partie est transmissible à la génération suivante. On ne sait pas encore bien. À l'échelle cellulaire, il y a une très bonne hérédité de l'épigénétique. À l'échelle des organismes, c'est déjà moins vrai. Et à l'échelle de beaucoup de générations, pour le moment, on n'a aucune preuve que ça puisse se transmettre longtemps. Donc, pourquoi est-ce que l'épigénétique fait tellement de bruit? D'abord parce que eh bien, ça change un petit peu. Tout le monde a commencé à en avoir marre de l'ADN purement et simplement. Et du coup, on arrive avec autre chose. Ça fait un peu d'air. Et puis, il y a un autre aspect qui est politique. Il faut bien dire, c'est un de mes dadas, hein, que l'un des problèmes qu'on a dans ces domaines, c'est que les gènes, c'est de droite et l'environnement, c'est de gauche, pour simplifier. Hein. C'est-à-dire que si jamais vous discutez d'un comportement humain et que vous discutez avec quelqu'un et qui vous dit les comportements humains sont entièrement façonnés par la société, il n'y a rien de biologique là-dedans, en gros, ça sera quelqu'un de gauche. Hein, si quelqu'un vous dit c'est vachement déterminé par les gènes, ça sera quelqu'un de droite. Alors on est pour la plupart des gens de gauche et du coup, c'est un peu embêtant parce qu'on n'aime pas les gènes. Voilà. Ça vient de plein de choses. D'abord d'une mauvaise compréhension de la génétique, parce que beaucoup de gens pensent que si jamais un gène agit sur un caractère, alors ça y est, c'est foutu, on ne peut plus rien faire. Évidemment, si vous pensez ça, alors c'est une catastrophe sur le plan social. Ça veut dire que changer la société ne changera rien, puisque tout le monde est totalement déterminé par ses gènes. Donc on ne peut pas être de gauche et accepter les gènes comme ça. Maintenant, si les gens de gauche apprenaient un peu la génétique et savaient à quel point l'environnement peut modifier l'expression des gènes, ben, ils se décomplexeraient vis-à-vis des gènes et ça irait mieux. Mais n'empêche qu'effectivement, pour le moment, vous comprenez, il y a quelque chose de philosophiquement désagréable dans le fait d'être dessaisi de son libre arbitre et d'avoir des gènes qui vont décider pour nous de ce qu'on fait, je comprends bien. Hein. Et donc, évidemment, l'épigénétique, ça donne de l'air, ça y est, c'est enfin moi qui décide non seulement de ce que je suis, mais de ce que sera mon enfant, je suis très content avec ça. Moi, je suis toujours très embêté quand c'est des options idéologiques qui déterminent des choix scientifiques. Et ça a été vrai pour la génétique, et ça a quand même conduit au nazisme, ça a quand même des effets majeurs, hein, ce genre de choix politiques et scientifiques. Ça a conduit d'ailleurs, sachez-le, dans le bloc Est, côté URSS, à ce qu'on zigouille tous les généticiens. Ils sont tous morts au goulag, parce que la génétique a été considérée comme bourgeoise réactionnaire, puisqu'elle proposait l'existence de différences innées entre les individus. Donc les débuts de la génétique ont été horriblement politisés et catastrophiques des deux côtés. Bon. Du coup, il faut bien se rendre compte que c'est là-dedans qu'on navigue avec des problèmes idéologiques, des problèmes scientifiques qui sont mélangés. C'est pour ça que quand on me dit ben voilà, aujourd'hui, chez l'homme, ça y est, on est débarrassé de la sélection naturelle. Mais non, je suis désolé, on n'est pas débarrassé. Simplement, ce n'est pas la même sélection. On a changé les règles du jeu. Bien sûr que certaines mutations, peuvent être corrigées et que du coup, maintenant, on va pouvoir survivre bien qu'on ait un bassin trop étroit, enfin, pour une femme, ou bien qu'on ait un gène de galactosémie, par exemple. La galactosémie, c'est un gène qui, dans le temps, tuait les enfants parce qu'ils ne pouvaient pas digérer le sucre du lait. Maintenant, on sait donner autre chose que du lait aux enfants et ils survivent très bien. N'empêche qu'il reste encore plein de maladies génétiques qu'on ne sait pas guérir et pour lesquelles il y a toujours de la sélection. Et puis, alors ça, c'est ce que je disais déjà hier soir ici, quand on me demande un exemple de truc qui pourrait être sélectionné aujourd'hui dans notre société, eh bien, moi, je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, grâce à la contraception et à la procréation médicalement assistée, il y a une déconnexion entre le désir sexuel, l'acte sexuel et puis le fait de faire des enfants. Ce qui est sélectionné, c'est plus le désir sexuel, c'est pas ça qui fait qu'on fait beaucoup d'enfants ou pas, c'est le désir d'enfant. Si jamais il y a moyen, en changeant un peu nos cocktails hormonaux, de faire des gens qui ont plus envie d'enfants que d'autres, et ben ça, c'est super sélectionné dans notre société. Donc, on a changé les règles du jeu. C'est vrai que c'est plus les mêmes choses qui sont sélectionnées, mais il y a toujours des trucs qui sont sélectionnés. Donc, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Il y a la sélection, de toute façon, si tous les individus ne sont pas semblables et qu'il y a des différences génétiques qui peuvent influencer des différences comportementales, il y aura toujours de la sélection dessus. On n'y peut rien, même si c'est désagréable. Et après, évidemment, on peut toujours dire que tout est dans tout et réciproquement et que du coup, ben voilà, il n'y a pas de raison d'hierarchiser les choses. Moi, je veux bien. Seulement, quand j'étudie, moi, la façon dont évoluent les formes vivantes, je constate que si je veux comprendre ce qui se passe, je dois comprendre à qui profitent les effets de ce qui se passe. Si jamais j'essaye de comprendre le comportement d'une fourmi, je ne peux pas me demander qu'est-ce qui est bien pour la fourmi. Parce que la fourmi, de toute façon, elle va mourir. Mais pour un humain, c'est la même chose.
La seule chose qui sera transmise dans le temps, la seule chose qui sera sélectionnée, c'est les informations génétiques et éventuellement épigénétiques qu'elle aura transmises. Donc c'est bien ça qui va être le résultat de la sélection. Même s'il y a plein de rouages hormonaux, machin, bazar, etc., ce qui, in fine, va être filtré par la sélection naturelle, c'est la reproduction des gènes. Donc, bien sûr que tout ça interagit et que les gènes interagissent avec tout un système biologique compliqué, mais tout compte fait, la sanction finale, ça sera quels sont les gènes qui se reproduisent le plus et quels sont les gènes qui sont éliminés parce qu'ils se reproduisent moins. Et ça, on n'y peut rien, il y a peut-être plein de rouages, mais celui-là, c'est celui qui se transmet à la génération d'après, et du coup, c'est celui qui va être le vrai critère. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, nos gènes nous programment pour être mortels. Ils auraient dû nous faire immortels, ces cons-là, quand même, ça aurait été vachement mieux, on les aurait mieux reproduits, mais pas du tout. Hein. Pour comprendre le fait que certains organismes d'ailleurs meurent très jeunes et que d'autres meurent plus vieux, etc., maintenant on a des tas de modèles qui marchent super bien, à condition de considérer que notre corps est ce qu'on appelait un soma jetable. Hein. Vous voyez, vous utilisez, je parie que la plupart d'entre vous utilisent des stylos jetables. Qui est-ce qui utilise encore les vieux stylos à encre dont on change les plumes et tout? C'est terminé ça, on jette quand ça marche plus. C'est ça le plus efficace. Et ben, les gènes, ils ont fait pareil avec nous. Ils ont fabriqué des machins qui crachent bien pendant un moment, puis qui après meurent. Et c'est ça qui va être le plus efficace pour leur reproduction. C'est un peu triste pour nous, mais c'est comme ça. Voilà, donc je veux bien qu'on complexifie les choses et qu'on rajoute effectivement alors ce qu'on appelait de l'ADN égoïste, hein, les transposons, donc des formes d'informations génétiques qui se reproduisent pour elles-mêmes et même pas en fabriquant un organisme, mais en parasitant les organismes des autres. Il y a plein de choses intéressantes à dire là-dessus, mais je voudrais quand même l'idée du gène égoïste, l'idée forte, c'est que ce qui sera transmis dans le futur, c'est exclusivement l'information génétique. Les organismes vont tous disparaître et tout ce qui restera d'eux, c'est l'information qu'ils auront transmise. Voilà. Merci. C'est pas neutre quand même. Oh, bah attention, on a des cellules immortelles dans notre corps, hein, vous en avez tous heureusement. Sinon, vous ne pourriez pas faire d'enfants. Je voudrais que vous soyez bien conscients du fait que vos cellules germinales, les ovules ou les spermatozoïdes, sont des cellules qui sont destinées, si vous y réfléchissez bien, toutes vos cellules de votre corps viennent de l'œuf constitué à partir de l'ovule de votre mère, qui lui-même vient du corps de votre mère qui était fabriqué à partir de l'ovule de votre grand-mère maternelle, puis vous remontez à votre arrière-grand-mère, et si vous continuez comme ça, vous arrivez jusqu'à l'origine de la vie. Il y a une continuité cellulaire absolue, ça ne peut pas s'arrêter ce truc-là, hein. On ne refabrique jamais une cellule à partir de rien dans l'histoire. Donc, nos cellules proviennent d'une lignée cellulaire immortelle, qui est la lignée germinale des êtres vivants en général, et donc des mammifères pour nous en particulier. Donc en réalité, notre corps, le soma, est mortel, mais la lignée germinale, elle ne l'est pas. Hein. Faut vraiment... Alors, une autre question? Oui, bonjour. J'avais une question. Jusqu'à présent, la vision, entre guillemets, qu'on avait de nos gènes propres en tant qu'individu, c'était ce à quoi on ressemblait ou ce qu'on ressentait un petit peu. Depuis très peu de temps, 2-3 ans, on a accès, avec des prix vraiment abordables d'une centaine d'euros, à pas des séquençages complets de nos ADN, mais des génotypages qui nous donnent des informations très très précises sur nos gènes personnels. Et donc je voulais avoir votre avis sur qu'est-ce que vous pensez que ça puisse avoir comme impact sur justement notre libre arbitre qui pourrait prendre le dessus sur nos gènes en sachant exactement comment on est conçu. Je ne vais pas répondre exactement au niveau génétique, mais il y a 2 pays au moins où le fait de connaître à l'avance le sexe de l'enfant a des effets démographiques catastrophiques. Ce sont l'Inde et la Chine, où pour des raisons culturelles et économiques, on a tendance à ne pas vouloir avoir de filles. Et on peut imaginer que des processus aussi catastrophiques du même genre se résulteront de cette connaissance du génome. Non, heureusement, pour le moment, on n'est pas encore capable de prédire grand-chose en lisant les génomes, mais je déteste résoudre les problèmes éthiques en espérant que notre incapacité se maintiendra. Je crains qu'effectivement, grâce à des recherches bien conduites, on devienne de plus en plus capable de prédire des trucs, même si on ne comprend pas d'ailleurs. Hein, on est capable de prédire sans comprendre. Vous donnez à des ordinateurs des génomes et puis des phénotypes, hein, c'est-à-dire toutes les caractéristiques de l'individu, et à force, le génome, vous lui mettez un bon algorithme génétique et il va vous fabriquer des trucs qui lui permettent de prédire à partir du génome des choses en probabilité sur les individus. Et le résultat, si vous ne savez pas ce que ça peut donner, je vous conseille d'aller voir un film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca. Vous pouvez le louer, il est facile à trouver et il décrit extrêmement bien le monde qui inéluctablement sortira de ce type de choses, à moins que les humains tout d'un coup soient frappés par un éclair de raison que je ne vois pas encore surgir.
Alors nous allons nous arrêter ici. Je saisis simplement l'occasion de ce dernier exemple donné pour rappeler que finalement la plus grande limite à notre libre arbitre, c'est peut-être pas de l'intérieur qu'elle vient, mais souvent d'un environnement.